Très bien les amis, on est vendredi, je suis vraiment désolé que nous soyons en retard aujourd'hui. La journée a été folle et il semble qu'elle le devienne de plus en plus. Tout d'abord, nous allons reprendre notre série car nous l'avons laissée un peu en suspens. Nous vous avions montré côte à côte l'actuel président Emmanuel Macron et une personne qui est censée être le neveu de Brigitte, le neveu de sa femme. Mais ces deux personnes qui ne sont pas censées avoir un lien quelconque de parenté se ressemblent beaucoup trop. S'agit-il d'une coïncidence ? Eh bien, vous vous rendrez vite compte qu'il y a beaucoup de coïncidences étranges qui ne cessent de se produire lorsqu'il s'agit des Macron et de leur mystérieux passé. Bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Bon, pour résumer brièvement, dans le dernier épisode, nous avons appris que les camarades de classe d'Emmanuel Macron le décrivaient comme un peu mystérieux. Personne ne savait ce qu'il faisait en dehors de l'école, il se tenait à l'écart, il ne faisait partie d'aucune bande, personne ne sait rien de ses parents ni de ce qu'il faisait dans la vie. Nous avons également appris qu'Emmanuel Macron, en tant que président, semblait en savoir très peu sur sa famille proche. Nous vous avons raconté quelques anecdotes, en incluant également quelques mots sur sa famille. On retrouve d'ailleurs juste quelques lignes concernant sa famille dans son autobiographie, alors qu'il a beaucoup plus à dire sur la famille de Brigitte. Sa famille semble aussi éloignée de lui qu'il l'est d'elle. Elle refuse même de parler de lui. Et son frère biologique a dit à un collègue de travail qu'Emmanuel était son cousin germain, et c'était avant qu'il ne devienne président. Et donc quelqu'un a dit « Tu connais ce type qui est l'un des ministres ?» Et il m'a répondu « Non, c'est mon cousin ». Il y a aussi bien sûr l'étrange événement lorsqu'un politicien lui a posé des questions sur sa sœur biologique qui vivait à proximité. Un homme politique. Et quand le politicien l'a interrogé sur elle, curieusement, Emmanuel n'a pas répondu, mais il a regardé Brigitte pour savoir quoi dire. C'est bizarre. Maintenant, le seul membre de la famille qui semble bénéficier de l'attention d'Emmanuel Macron, la personne avec qui il semble le plus à l'aise pour en parler en public et pour laquelle il montre de l'affection, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère était une femme nommée Germaine Nogues, née Germaine Haribey, qu'il appelait affectueusement Manette. Les voilà ici ensemble. Quand il parle de son enfance dans son livre Révolution, c'est la seule qu'il évoque durant cette enfance. Il a souvent écrit ceci, je cite, « J'ai donc passé mon enfance dans des livres un peu à l'écart du monde. C'était une vie tranquille. Je me souviens de ces petits matins où j'allais dans sa chambre et où elle me racontait ses anecdotes d'amitié pendant la guerre. Enfant, je reprenais chaque jour le fil de la discussion interrompue et je parcourais sa vie tel un roman. L'odeur du café qu'elle préparait parfois au milieu de la nuit et la porte de ma chambre entr'ouverte. Dès 7 heures du matin, alors que je n'étais pas encore venu la voir, elle s'exclamait avec une inquiétude feinte, « Tu dors encore ?» Un journaliste a même émis l'hypothèse qu'il avait été adopté par sa grand-mère, Manette. Quoi qu'il en soit, il est très important que nous en sachions un peu plus sur cette femme. Qui était-elle? Parce qu'il prétend qu'elle lui a appris à lire. Selon lui, elle vivait à quelques rues de chez ses parents, à Amiens. Et il raconte aussi dans son livre qu'il passait ses vacances d'été et d'hiver chez elle, à Bagnères de Bigorre. Et c'est là qu'il a appris à marcher, c'est là qu'il a appris à pêcher, c'est là qu'il a appris à jouer au rugby avec ses grands-parents. Il a passé beaucoup de temps avec ses grands-parents. Ce qui explique peut-être cette étrange absence de photos d'enfance avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. Donc, il nous en apprend beaucoup. Selon les témoins, Manette était extrêmement discrète, tout comme son petit-fils, et laissait souvent les volets de sa maison bien fermés. Une fois à la retraite, elle ne s'aventurait pratiquement plus dehors, se sentant mieux dans sa tanière entourée de livres. Ce qui explique pourquoi et comment Macron prétend avoir été élevé au milieu des livres. Mais quels livres en particulier? Il a apporté une réponse à cette question. Selon les journalistes Candice Nedelec et Caroline Derrien, dans leur biographie intitulée « Les Macron », elles ont écrit, je cite, « Adolescent, le jeune Macron s'est évadé en lisant des livres d'André Gide et de Michel Tournier. Ce livre s'appelait « Le roi des aulnes ». Ce sont des livres qui se trouvent sur sa table de chevet. Sa grand-mère paternelle bien-aimée lui a fait partager son goût pour ces auteurs. Nous avons déjà parlé d'André Gide,
Je crois que c'était dans le premier épisode d'introduction. Il s'agit d'un homme qui a avoué être un pédéraste et qui a admis avoir violé des garçons musulmans, en particulier en Algérie, afin d'explorer et d'apprendre à connaître sa sexualité en se débarrassant de ses chaînes, de ses limites, en quelque sorte, de son éducation chrétienne, et d'apprendre à mieux se connaître en voyageant en Algérie. Et pourtant, malgré cela, Macron n'a pas hésité à mettre son livre sur sa table de chevet chez sa grand-mère lorsqu'il était enfant. Il n'a pas hésité à le mettre dans ses portraits présidentiels. L'autre auteur dont nous n'avons pas parlé, qu'il a mentionné à ses journalistes, était Michel Tournier, apparemment un autre de ses favoris. Et le livre est un choix encore plus étrange, je dirais. Pour une grand-mère d'avoir partagé ça avec son petit-fils, ce livre est très controversé. Il s'appelle Le Roi des Aulnes. Le Roi des Aulnes est une créature mythologique qui poursuit les enfants. Dans ce livre, des passages sont... Eh bien, je vais vous donner un passage que je vais vous lire. Je cite, « Les fesses des enfants sont vivantes, frémissantes, toujours en alerte, parfois enfoncées, et quelques secondes plus tard souriantes et naïvement optimistes, aussi expressives que des visages. » Je ne sais pas si mes grands-parents se sont trompés, mais ils m'ont donné la Bible. Nous parlions de passages de la Bible. On ne nous donnait pas des livres qui parlaient des fesses d'un enfant. C'est complètement absurde. Dans ce livre, les protagonistes parlent d'enfants qui sont avancés pour leur âge. Voici une citation de ce livre. « La catégorie des enfants à la maturité intellectuelle surprenante, qui semblent avoir tout lu et tout compris depuis leur naissance, contredit une immaturité physique qui donne un air d'ingénuité à tout ce qu'ils disent. » Ça vous rappelle quelque chose? C'est pratiquement la même explication que celle que la presse s'est empressée de donner à propos de cette étrange histoire de Brigitte, qui tombe amoureuse d'un enfant de 14 ans et décide ensuite de l'épouser alors qu'elle a 39 ou 40 ans, s'engageant ainsi vers le mariage. Souvenez-vous ce qu'ils ont dit de Macron, malgré le fait qu'il était un petit garçon. Il était tellement avancé intellectuellement, c'était un virtuose. C'était Mozart. Vous ne comprenez pas. Il n'était pas comme les enfants ordinaires, même s'il était si jeune. Nous ne voulons pas que vous pensiez cela. Oui, il semble que le deuxième auteur fournisse cette explication, qui n'en est pas une. C'en est une qui n'aurait jamais dû être acceptée. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que Manette est morte le 13 avril. Ah, je suis désolé, mais j'ai oublié d'écrire la date ici. C'était en 2021. Nous corrigerons cela. Mais le fait est que c'est aussi le 13 avril qu'est née Brigitte Macron. Et c'est également la date où le programme MKUltra de la CIA a vu le jour. Et si vous avez suivi ma nouvelle série, vous savez que je suis à la limite de l'obsession pour apprendre tout ce que je peux sur le programme MKUltra. Et il ne s'agit pas d'une discussion qui ne devrait avoir lieu qu'en Amérique, concernant les programmes des États profonds. Ces programmes bien réels qui ont existé et que nous ne voulons pas voir à l'école sont terrifiants. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais régulièrement la promotion du livre Chaos, parce qu'il m'a plongé dans une nouvelle réalité et m'a permis de comprendre à quel point nos gouvernements ont été et sont maléfiques. Il ne s'agit pas d'une conspiration, MKUltra était bien réel. Le gouvernement était obsédé par tous ces différents programmes. L'idée principale était d'essayer de conditionner le cerveau, d'essayer de laver le cerveau des gens parfois par l'isolement. Et il semble qu'Emmanuel Macron ait passé beaucoup de temps isolé pendant son enfance. Je veux dire par là qu'il reconnaît avoir vécu à travers des livres et que ses amis ou ceux qui étaient censés être des amis reconnaissent qu'il était une sorte de solitaire et qu'il s'est débrouillé tout seul. Il faisait donc des expériences psychologiques en isolant des gens, en les droguant, par exemple, au LSD, pour voir s'il pouvait les amener à commettre des crimes ou d'autres actes non consentis. Essentiellement afin d'essayer de créer un candidat mandchou. Quelqu'un qui réagit aux signaux, quelqu'un qu'il pourrait manipuler sans poser de questions, en se demandant s'il pouvait le contrôler et en l'utilisant d'ailleurs comme une sorte d'arme. Comme je l'ai dit, il est très important que les gens se renseignent sur le programme MKUltra et sur les différents noms qu'il a pris. Cela a commencé avant qu'il ne soit appelé le programme MKUltra et a continué plus tard. Demandez-vous si vous croyez vraiment quand ils disent qu'ils l'ont juste arrêté. Qu'ils n'étaient plus intéressés par le fait de droguer des soldats et d'essayer de voir s'ils pouvaient tuer des gens et programmer des gens.
Demandez-vous si vous croyez que votre gouvernement, qui était capable d'une telle malveillance, est également capable de vous dire la vérité, à savoir qu'une fois qu'il a été pris, il a tout simplement arrêté. Sachez aussi que la majorité des documents relatifs à ce programme ont été détruits. Nous ne savons donc pas à quel point ce programme était global. Nous ne connaissons pas tous les éléments de ce programme. Et si quelqu'un disait qu'il avait fait partie de ce programme, et beaucoup l'ont fait, cette personne était considérée comme diabolique, folle ou menteuse. Et l'un des éléments de ce programme était bien sûr les perversions sexuelles, comme commettre une agression sexuelle afin d'établir ensuite l'impact sur la psyché de quelqu'un. Des choses vraiment diaboliques. Tout à l'heure, je vous ai dit que les parents biologiques présumés de Macron, que vous voyez ici à l'écran, ont eu des emplois intéressants dès le départ. Son père, Jean-Michel Macron, était psychiatre. Et oui, bien sûr, nous savons pertinemment que les psychiatres ont fait de mauvaises choses, de très mauvaises choses au fil des ans. Et il ne vaudrait mieux pas que... Si, il vaudrait mieux que je commence à parler de Sigmund Freud et à quel point il est troublant qu'il soit enseigné au sein de nos systèmes scolaires, ici en Amérique, et qu'il soit considéré comme une sorte de héros qui a ouvert la voie à la psychiatrie moderne. Quelle est exactement l'ampleur de sa contribution et de sa découverte? Là encore, on va faire une pause et on en parlera dans un autre épisode pour ne pas s'égarer. Mais oui, papa Macron était psychiatre et sa mère Françoise est très importante. Là, à droite, elle est pédiatre. Quel combo idéal pour Emmanuel Macron lors de son enfance, n'est-ce pas? Eh bien, il est à noter que l'on a découvert quelque chose de très intéressant au sujet de sa mère Françoise. Pardon, je crois que j'ai dit Francis, Françoise. Était, comme nous l'avons dit, pédiatre et conseillère médicale au bureau de la sécurité sociale. On a fini par découvrir quelque chose de très intéressant à son sujet et au sujet de son travail pour la sécurité sociale. Je vais vous lire un extrait du prochain livre du journaliste Xavier Poussard, qui sera disponible sur Amazon, au cas où vous voudriez sauter à la fin de l'histoire et voir comment elle se termine. Il écrit, je cite, « Face au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de le passer méticuleusement au crible avec cette question en tête. Pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux sollicitations des journalistes et pourquoi avait-il besoin de l'accord de Brigitte ? Une audition à l'Assemblée nationale française a retenu notre attention, celle de Sylvaine Telesphore, qui témoignait. Sylvaine Telesphore était présidente de l'Institut pour l'intersexualité et l'hermaphrodisme, ainsi que de l'Association de l'Europe. Elle est née à Beauvais en 1956, sous le nom de Sylvain Telesphore, puis a changé de nom en Sylvaine par décision de justice à Paris le 15 mai 2007. En fait, Sylvaine est né homme. Et il a d'ailleurs révélé à l'Assemblée nationale française qu'il a bénéficié d'un soutien administratif lors de sa transition de genre par un médecin-chef de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur, oui, vous l'avez deviné, Françoise Macron. Françoise Macron, également connue comme la mère d'Emmanuel Macron. Donc, une personne qui a effectué une transition témoigne soudainement et dit qu'en fait, oui, la personne qui m'a aidé à le faire était le docteur Nogues. Françoise Macron m'a en fait aidé à effectuer cette transition. Nous savons donc que cela a eu lieu, qu'elle a été impliquée dans le soutien aux transitions de genre. Il restait alors à savoir s'il s'agissait simplement d'un cas unique ou si la mère de Macron avait été impliquée dans ce type de travail d'assistance aux personnes transgenres. Et la réponse est tombée. L'année dernière, lorsqu'une personne transgenre, répondant au nom d'Alexandra, a décrit comment elle avait bénéficié, je cite, des dérogations accordées par la conseillère nationale, le docteur Françoise Macron-Nogues, qui, il faut le rappeler, est la mère de l'actuel président. Elle a fait un travail énorme en suivant toutes sortes de générations de personnes comme moi, en accordant des subventions pour que nous puissions avoir accès aux meilleurs spécialistes, pour que nous puissions prendre notre temps et montrer que dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas des marginaux. Si les personnes étaient rejetées par leur famille, elles leur trouvaient une petite chambre et elles recevaient une pension d'invalidité pour la durée du protocole. Bref, c'est très très bien organisé.
Je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ce protocole. » Fin de citation. Dans le second entretien, elle explique que Françoise Noguès s'est intéressée à une pathologie particulière, appelée pseudo-hermaphrodisme congénital primaire. Mais je suis sûr que tout cela n'est qu'une coïncidence, absolument tout. Et tous ces gens qui ne comprennent pas que ces choses arrivent réellement dans ce monde, et qui en sont réduits à penser qu'il s'agit de complotistes, juste de folles conspirations. Oui, bon d'accord, j'ai compris. Nous nous posons des questions sur le sexe de sa femme, sur la raison pour laquelle son passé ne semble pas s'éclaircir. Nous avons des questions, bien sûr. Oui, sur son passé. Son père est psychiatre. Sa mère est spécialisée dans l'aide aux personnes en transition. Et ils ont gardé cela secret quand ils se sont mariés. Et bien sûr, quand ils sont devenus le président et la première dame, ils ont eu toutes ces histoires de transsexualité ou de pédophilie dont ils sont fiers. Mais je suis sûr que tout cela n'est qu'une coïncidence. Les livres, tout n'est qu'une grande coïncidence. Bien, maintenant, revenons à l'histoire de Brigitte, parce qu'il semble y avoir beaucoup de coïncidences. Nous avons donc déjà mentionné une journaliste du nom de Sylvie Baumel. Elle est cette journaliste de gauche qui a publié des articles dans Vanity Fair. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un discours de conspirationniste, c'est un véritable mensonge que l'on raconte au monde anglophone. C'est elle qui a consacré le plus de temps à cette tâche, à essayer d'entrer dans le passé de Brigitte pour en savoir plus sur son passé. Et elle s'est toujours heurtée à un mur. Et je vous rappelle que ces journalistes disaient « Super, une femme puissante qui prend les rênes du palais de l'Élysée. Je veux juste en savoir plus sur elle pour pouvoir la faire connaître au monde entier. » Qui n'aime pas les personnages forts, surtout si vous êtes féministe comme l'était cet auteur? Elle a donc commencé à travailler sur la deuxième biographie de Brigitte intitulée « Il venait d'avoir 17 ans ». Un titre amusant qui ne reflète pas la réalité. Et Sylvie Baumel le conteste. Dans ce même livre, elle apporte une réponse différente. Dans son dernier chapitre, elle écrit qu'Emmanuel Macron venait en fait tout juste d'avoir 15 ans. Probablement qu'avec un titre différent, il y aurait eu panique à l'Élysée si elle avait écrit « Il vient d'avoir 15 ans ». Il aurait probablement fait des choses terrifiantes. Peut-être l'aurait-il simplement convoqué dans leur bureau pour lui parler. Tout au long de cette deuxième enquête, jusqu'à la publication de ce livre, elle a parcouru toutes ces interviews publiques données par Brigitte et n'a cessé de trouver ces petites erreurs que Brigitte faisait à propos de son âge lors de certaines situations. Il existe un juge très célèbre aux États-Unis, connu sous le nom de juge Judy. Et le juge Judy dit ceci. Elle répète que si vous mentez, vous devez avoir une bonne mémoire. Si vous ne mentez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne mémoire parce que c'est la vérité. Vous n'avez donc pas à vous demander ce que j'ai dit à cette personne, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire, et de faire toutes ces petites erreurs. Et donc, l'une des erreurs commises par Brigitte dans cette longue interview biographique qu'elle a accordée au magazine Elle concernait sa sœur aînée, sa défunte sœur, Marie-Vonne, décédée dans un accident de voiture. Lorsque Brigitte a donné cette interview, elle a dit que c'était une sorte de traumatisme qui était ancré dans son esprit. Elle a dit qu'elle avait 8 ans au moment de la mort de sa sœur et qu'elle portait sa sœur avec elle tous les jours de sa vie. Elle a également déclaré que sa nièce était décédée 1 an plus tard, à l'âge de 6 ans. Xavier Poussard a donc été très troublé par cette histoire. Tout d'abord, Sylvie Baumel a tout de suite pu déterminer qu'en fait non, elle n'avait pas 6 ans quand sa sœur est morte, elle en avait 8. Il ne s'agit que d'une différence de 2 ans. Mais je pense qu'à l'âge de 8 ans, si quelque chose d'aussi important se produit dans votre vie, vous ne vous trompez pas de 2 ans dans la date. Ce ne sont que des souvenirs très lointains, mais peut-être n'était-ce qu'une erreur. Concernant la deuxième personne qu'elle dit être décédée, la nièce, qui serait décédée 1 an plus tard. Il s'agit donc de 2 décès importants successifs dans la famille. Il se trouve que cela n'apparaît nulle part. Il a trouvé cela étrange parce qu'il y avait eu tant d'écrits sur les nièces de Brigitte. Et pourtant, nulle part, il n'est fait mention d'une personne décédée. Il s'est donc mis à faire des recherches. Et finalement, il a pu confirmer en visitant un terrain familial que Brigitte avait, que la famille de Brigitte avait, qu'il y avait une nièce nommée Sylvie qui était décédée à la suite d'une intervention chirurgicale en 1996. D'accord, très bien. Mais c'était presque 6 ans après la mort de sa sœur Marie-Vonne. Pas 1 an, mais 6. C'est une énorme différence. Comment cela se fait-il?
Quoi qu'il en soit, l'objectif principal de Sylvie Baumel dans le deuxième livre était d'essayer d'en savoir plus sur le premier mari de Brigitte, André Louis Osier, le banquier qu'elle avait épousé à l'âge de 21 ans, le type qui s'est fait voler sa femme de façon spectaculaire par un adolescent virtuose du genre Mozart. C'est forcément douloureux. Et personne n'a pu entrer en contact avec ce membre de la famille. Nous avons parlé de Virginie Lindhart, la réalisatrice de documentaires, qui a dit, elle aussi, que c'était comme un trou noir. Elle disait de l'Élysée que c'était son secret le mieux gardé. Personne ne pouvait s'y aventurer. Donc, il y a aussi le magazine Capital, qui l'a résumé en 2017, avec cette idée générale, faisant référence à André Louis, le premier mari, comme, je cite, « un vrai fantôme, pas une seule photo de lui sur le web, pas une seule image dans les énormes catalogues des agences de presse. » Les biographies mentionnent à peine sa carrière de banquier. Qu'est-il arrivé à l'ex-mari de Brigitte Macron? Et donc, Sylvie Baumel, qui a repris son enquête, remarque aussi qu'il est étrange que cet homme qui a travaillé dans de grandes banques, dont le Crédit du Nord, ait apparemment quitté le secteur sans laisser de traces. Elle a écrit dans son livre que c'était, je cite, « comme un épisode de Black Mirror », où les collaborateurs du président ont trouvé un moyen de pénétrer dans le cerveau de ses anciennes connaissances et tout effacer. Avant la sortie de son livre, Sylvie avait décidé d'en publier quelques extraits dans le magazine Le Point. Et puis soudain, enfin dans ce magazine, en avril 2019, avant la sortie de son livre, une photo de mariage a émergé du premier mariage de Brigitte. Ils sont donc maintenant au pouvoir, cela fait maintenant 2 ans qu'ils sont au pouvoir, et voilà, tada! En réalité, ça faisait 1 an et 3 mois. Tada! Boum! Voici une photo du premier mariage de Brigitte, prétendument. La voici. Voici la photo, je veux que vous la regardiez. Regardez cette photo. On nous dit que c'est André Louis et que c'est Brigitte Trogneux. Alors j'avoue que je ne suis pas un logiciel de reconnaissance faciale. Mais cette femme, les amis, ne me semble pas être la première dame actuelle, Brigitte Macron. Je sais que les visages changent, mais cela ne ressemble pas à l'actuelle première dame, Brigitte Macron. Regardez-les côte à côte, et quelques années après, elle commencera sa carrière. On pourrait peut-être dire que ces personnes ont un lien de parenté, mais en regardant de plus près, je dirais que ça ne colle pas. Qu'est-ce qui est arrivé à vos dents? Vous avez commencé à fumer du crack? Ce n'est pas... Qui est cette personne sur cette photo? On ne peut pas faire des suppositions en regardant les gens et en décidant ce qui est vrai et ce qui est faux. D'ailleurs, Sylvie Baumel a pu trouver un certificat de mariage qui atteste qu'au Touquet, une personne nommée Brigitte Trogneux a bien épousé un certain André Louis Osier le 22 juin 1974. Cela a donc été vérifié. Et ce n'est pas tout, car le témoin de mariage était son frère, Jean-Michel Trogneux. Il s'agit là d'une avancée considérable, car cela nous indique que Brigitte était très proche de son frère. Si vous faites de votre frère votre témoin, le témoin de votre mariage, on peut supposer que cela signifie que vous étiez très proches. Mais le public venait tout juste d'apprendre l'existence de Jean-Michel, et les gens ont trouvé ça bizarre. Pourquoi l'avez-vous littéralement effacé de votre vie? Serait-ce la pire querelle de famille que vous ayez vécue, une fois que vous êtes devenue la première dame? Oui, c'est un peu étrange. Voici donc d'autres faits étranges que je vais partager avec vous. Dans notre lettre juridique, nous avons spécifiquement demandé à Brigitte Macron, bien avant la publication d'aujourd'hui, de nous confirmer par écrit qu'elle, l'actuelle première dame de France, est bien la femme que l'on voit sur cette photo. Et elle a refusé de répondre à la question. Voilà, nous avons cette lettre. Elle a refusé catégoriquement de répondre à la question de savoir s'il s'agit bien d'elle. Vous pouvez voir la 8e question. Brigitte Macron est-elle la même personne que sur la photo du mariage Osier? Pas de réponse. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle a refusé de répondre à cette question élémentaire. Elle a également refusé de fournir une réponse à cette question dans le cadre d'un procès en diffamation contre la journaliste Natacha Ray. Vous en avez entendu parler. Elle a gagné son procès en diffamation. Je vais maintenant vous expliquer en détail comment Natacha a perdu son procès pour diffamation.
Non pas parce qu'elle a affirmé que Brigitte Macron était un homme, ou avait vécu en tant qu'homme avant de devenir Brigitte Macron, mais plutôt parce qu'elle s'est trompée sur certains détails, en spéculant. Elle a regardé cette photo d'André-Louis Auzière lors du mariage et s'est dit « Je ne pense pas que ce type ait jamais existé, et en fait, l'homme sur cette photo me semble beaucoup plus ressembler à un autre homme qui s'appelle Louis-André. » Oui, là, Louis est le premier prénom. Et concernant la photo d'André-Louis, elle pensait qu'il s'agissait en fait de Louis-André, qui est en réalité son cousin germain. Elle a donc spéculé. Elle a juste fait cette affirmation en disant qu'il prétende que son cousin germain s'est marié. Mais Natacha avait tort. L'Élysée a donc appelé Louis-André pour discuter avec lui et l'a encouragé à la poursuivre en justice pour diffamation, ce qu'il a fait. Encore une fois, je tiens à être très clair. Ce qui était à l'origine de cette affaire de diffamation n'était pas la question de savoir si Brigitte Macron était née de sexe masculin ou non. Je tiens également à préciser que cette affaire de diffamation n'aurait pas eu lieu sans l'intervention de l'Élysée, qui a promis de se joindre au procès, ce qui n'a jamais été fait. Comment savons-nous cela? Parce qu'une autre journaliste de gauche féministe, du nom d'Emmanuelle Anison, qui a également écrit un livre sur Brigitte Macron. Elle a voulu démentir toutes les rumeurs sur la question de savoir si Brigitte était née homme. Elle est la seule journaliste à avoir pu pénétrer dans la famille Auzière. Elle a passé du temps avec ce cousin mal identifié, Louis-André, qui lui a raconté comment les choses s'étaient passées, et elle l'a rapporté dans son livre. L'histoire raconte que ce cousin, le cousin Jean-Louis, avait une femme qui s'appelait Catherine Audoin. Convaincu de sa théorie selon laquelle il était bien l'homme de la photo, Natacha Ray a contacté sa femme Catherine sur WhatsApp et elle lui a donc envoyé un message à 3 heures du matin. Elle croyait à cette histoire. Elle savait qu'il y avait quelque chose de bizarre et elle a suivi son instinct plutôt que les faits. Et elle écrit à cette femme « Je sais tout, absolument tout, pour vous, pour Jean-Louis et Jean-Michel. » Et je suppose que pour elle, c'était comme une stratégie journalistique de ne pas vraiment tout savoir, de savoir que quelque chose n'allait pas, mais d'espérer que si elle prétendait tout savoir, cette personne pourrait se confier. Mais Catherine n'a pas été coopérative. Elle l'a immédiatement raconté à son mari qui s'est demandé ce qui se passait. Son mari a donc contacté Laurence Auzière, qui, je vous rappelle, est la fille aînée présumée de Brigitte, qui est aussi son cardiologue, et Laurence lui a dit « Il faut appeler Brigitte, il faut appeler maman. » Parce qu'elle pense à porter plainte. Il s'agit de harcèlement. C'est ce qu'il a fait. Le cousin appelle donc Brigitte, et voici, avec ses propres mots, ce qu'il raconte à la journaliste. Je cite, « Brigitte me dit qu'elle est désolée et que c'est de sa faute, que nous devons porter plainte et qu'elle est d'accord pour faire une action conjointe. J'entends la voix d'Emmanuel Macron derrière qui lui demande de se dépêcher car ils doivent partir. Avant de raccrocher, elle me promet de m'envoyer une copie de son livret de famille, ce qu'elle n'a pas fait. Je lui ai également demandé de certifier par écrit ce qu'elle a fait, Je lui ai également demandé de certifier par écrit que c'est bien elle, sur la photo de mariage de 1974, avec André, ce qu'elle n'a pas fait. Je ne lui ai plus parlé directement de ce sujet par la suite. Encore une fois, il affirme qu'elle lui a dit « Dépose plainte, dépose, et je vais déposer avec toi, fais-le. » Et il lui a dit « Peux-tu m'envoyer juste par écrit, ce serait une preuve. » Il faut mettre ces gens dans le pétrin. Dis simplement que tu certifies que c'est bien toi sur la photo de mariage. Et Brigitte, à l'Élysée, a dit non. Ou du moins, était un peu refroidi. Par la suite, il a donc respecté sa promesse. Il a déposé une plainte contre Natacha Ray, il a envoyé des documents aux avocats de Brigitte. Brigitte l'a alors appelé pour lui dire « Tu sais quoi? En fait, l'Élysée recommande que nous déposions notre plainte séparément. » Voici ce que Jean-Louis raconte ensuite. Je cite. « Elle m'a dit que l'Élysée préférait lancer 2 actions séparées. Elle m'a laissé tomber. Ça voulait clairement dire ça. Ça voulait clairement dire que si tu veux continuer, tu te débrouilles tout seul. Prends un avocat de ton côté. Nous avions déjà déposé une plainte. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, nous avons donc continué seuls. Depuis, j'ai essayé de rappeler Brigitte. Je n'arrive pas à la joindre, seulement sa secrétaire. Elle est devenue injoignable. Bref, la première dame a bien joué son coup. Elle l'a mis dans tous ses états et lui a dit « Dépose plainte, nous allons déposer avec toi. » Il a dit « D'accord, peux-tu le prouver ?»
Non, ils ont été manipulés puis ont été trahis par le couple présidentiel. Et la journaliste a déclaré que l'on voyait bien qu'il était affecté, que les Hozier étaient touchés par tout ça. C'est très étrange, encore une fois, c'est une chose si facile à prouver. Mais bien sûr, ce que Brigitte voulait vraiment, c'était qu'il soit poursuivi en diffamation, qu'il gagne le procès en diffamation parce qu'il n'était pas l'homme représenté sur la photo de mariage. Et pour qu'elle et son mari puissent faire de la publicité dans les journaux, pour pouvoir dire « Nous avons gagné un procès en diffamation contre une journaliste complètement folle qui disait que Brigitte était née homme. » Oh, eh bien, Brigitte a gagné un procès en diffamation. On n'arrête pas de l'entendre. Elle a gagné. Elle a gagné des procès en diffamation avec ce genre d'argument. C'est ainsi qu'ils procèdent. Encore une fois, il s'agit d'une question de détail, mais pas du fond de l'enquête. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle en France, Internet s'est enflammé pour les conspirations. Avant toute chose, où diable est le premier mari? Où est André Louis? Eh bien, comme par hasard, peu après que Sylvie Baumel ait publié son livre se penchant sur la question, eh bien voilà que le 8 octobre 2020, tout à coup, Tiffen, la seconde fille, annonce dans un hebdomadaire qu'en fait, son papa est déjà mort. Depuis un an. En 2019. Les gens commencent à se renseigner et voilà qu'elle dit « En fait, il est mort. Il est décédé il y a un an. » Voici le passage publié dans Paris Match où Tiffen a déclaré « Mon père est décédé. Je l'ai enterré le 24 décembre 2019 dans la plus stricte confidentialité. » Comme c'est pratique. Comme c'est pratique. C'est comme si, je ne sais pas, juste au moment où les gens s'intéressaient au premier mari de la première dame, voilà qu'il meurt subitement. Les gens ont compris qu'il se passait quelque chose. Je dirais que c'est extrêmement pratique pour la famille Macron. Par ailleurs, c'est un peu bizarre. Mais Tiffen a annoncé la mort de son père dans le magazine Paris Match, dont nous savons qu'il est contrôlé en partie par Mimi Marchand. C'est l'un des endroits où elle fait publier des photos et des histoires particulières. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Tiffen s'est trompé sur les détails de la mort de son père. Oui, n'est-ce pas vraiment bizarre? D'une part, il n'a pas été enterré du tout, il a été incinéré, et sa date d'incinération n'était pas le 24 comme elle l'a dit, mais 4 jours plus tard, le 28 décembre. Comme c'est étrange. Le journaliste s'est peut-être simplement trompé. Encore un incident bizarre dans cette saga qui n'en finit pas. Comment connaître les dates réelles? Revenons à ce cousin germain. Souvenez-vous que ce cousin germain n'était pas très heureux dans cette famille. André Louis s'est senti lésé par le couple présidentiel en intentant ce procès. Il s'est donc ouvert aux journalistes, à Emmanuel Anison, à propos de la cérémonie funéraire. Apparemment, l'histoire raconte qu'il a reçu un appel des sœurs d'André. Là encore, c'est son cousin germain qui l'informe du décès et qu'il y aurait des funérailles rapides. Il a fourni aux journalistes le livret qui a été distribué lors de ces funérailles très rapides. Et je dois dire que c'est un choix très étrange pour une photo de rubrique nécrologique. Le voici. André Hozier. La cérémonie a lieu, cérémonie pour laquelle Tiffen s'est trompé de date, par hasard j'en suis sûr, le 28 décembre 2019, mais d'ailleurs qui annoncerait cela un an après? C'est tout simplement fou. Et tout en bas, on peut lire « À notre ami, notre frère, notre compagnon, notre grand-père et notre papa ». Le voilà. Même pour un journaliste d'extrême gauche, qui n'est pas enclin aux théories du complot, même pour Emmanuel Anison, cela lui a semblé très bizarre de choisir cette photo pour un faire-part de décès. Alors, elle lui a demandé carrément, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec ce choix de photo? Et le cousin lui a répondu, Jean-Louis a dit, je cite, « Je crois que c'est la seule photo qui a été retrouvée lorsqu'ils en ont cherché une pour les funérailles, parce que toutes les autres avaient été détruites. » Détruites? Songe Emmanuel? Je ne suis pas Natacha Ray, mais je suis quand même un peu perplexe. Alors, tout ce qui reste de la vie d'un homme en image, à part sa photo de mariage, c'est une photo de lui en maillot de bain pour illustrer son départ ultime, demande-t-elle dans son livre. Oui, les autres photos de sa vie avaient été détruites. D'accord, d'accord. Vous vous demandez, sans doute, ce qui se passe. Que se passe-t-il? En fait, Xavier Poussard a réussi à retrouver
Le véritable André Louis, grâce au relevé bancaire. Il s'avère qu'il n'a jamais travaillé au Crédit du Nord dans cette banque. Et c'est la raison pour laquelle tant d'autres journalistes sont tournés en rond. Il transmet donc ces informations à Emmanuelle Anison, parce qu'elle est une journaliste plus mainstream et qu'elle pourrait peut-être en savoir plus. Il lui donne également accès à un groupe Facebook. Elle se dit non, cet homme a existé. Et ce groupe est rempli de collègues de travail de Jean-Louis, de la banque où il a travaillé. Et ces gens l'aident à dissiper ses soupçons et ses doutes sur le fait que cet homme n'a peut-être même jamais existé. Et voici comment Emmanuelle Anison conclut le chapitre de son enquête sur lui. Il s'agit du mari de Brigitte, son premier mari, André Louis Osière. Elle écrit, je cite, « Ses sœurs ne voulaient pas me parler, pas plus que ses enfants. J'ai donc appelé quelques anciens collègues via Facebook, des groupes d'anciens banquiers. Ils parlent tous avec enthousiasme de Dédé, comme quelqu'un de gentil, cultivé, poli, qui parlait beaucoup de ses enfants qu'il adorait. Dédé fumait trop. Il se sentait seul, abattu. L'un d'eux m'a envoyé une collection professionnelle de portraits du milieu des années 2000, où André pose, sérieux, en costume cravate, au milieu de ses collègues de l'agence bancaire d'Amiens. Le marié de 1974 est clairement reconnaissable, même s'il a commencé à perdre ses cheveux. Ses collègues sont restés en contact les uns avec les autres après leur retraite, mais pas lui, qui a coupé les ponts avec eux aussi. André Osière a disparu des écrans radars. Pour ma part, j'ai essayé de contacter des membres de la famille Osière, mais personne n'a voulu me répondre. Suzanne Spray, la première épouse de Jean-Louis Osière, s'est même empressée de me raccrocher le téléphone au nez quand je lui ai dit que j'étais intéressé par Brigitte Macron. « Ah oui, non, non, merci, non, non, merci. Oh là là, non, au revoir. » Clic. Par ailleurs, Jean-Louis, qui a assisté aux funérailles, lui a dit qu'elle avait eu lieu, je cite, 4 jours seulement après le décès. Aucune information n'a filtré dans les journaux. L'Élysée voulait que ça se passe vite. Et il semble qu'Emmanuel Macron se soit personnellement impliqué pour qu'il en soit ainsi. Les funérailles express sont organisées en catimini et dans l'urgence tôt le matin à 8h30, avant l'heure d'ouverture pour éviter les journalistes. Le livret avec la photo a été placé sur les chaises. Une douzaine de personnes sont présentes, assises en clans séparés. D'un côté, les sœurs d'André, de l'autre, les 3 enfants de Brigitte, Tiffany, Laurence et Sébastien. Brigitte Macron n'était pas présente. La compagne d'André, c'est comme un partenaire, quelqu'un avec qui l'on a une relation mais qui n'a jamais été marié. Une personne inconnue de tous était également présente à une certaine distance. Au bout de 20 minutes, la cérémonie était terminée et tout le monde est sorti immédiatement. Ensuite, je suis allé avec les enfants Osière et les sœurs d'André prendre un café et un croissant. Des membres du personnel de sécurité montaient la garde à l'extérieur. Nous avons fini par les laisser entrer parce qu'il faisait froid. L'ambiance était lourde et tout le monde est parti rapidement. D'accord, de sacrées funérailles, très rapides. Pourquoi l'Élysée est-elle également impliquée? N'est-ce pas un peu bizarre que Brigitte n'aille pas, par respect élémentaire, assister aux funérailles d'un homme avec lequel elle a été mariée pendant 32 ans? L'Élysée s'est impliquée pour garder le silence, mais ils n'ont pas assisté aux funérailles. Est-ce que ça a du sens? Le père de vos enfants? De plus, et c'est incroyable, selon le cousin germain Jean-Louis, lors des funérailles, il a parlé à la compagne d'André, qui lui a dit avoir trouvé des billets pour l'Afrique dans la poche de la veste d'André, ainsi qu'une importante somme d'argent. Il a dit, je cite, « Il avait vidé ses comptes, organisé son départ en catimini. Il rêvait tellement de retourner en Afrique. » Ok, d'accord. Très bien, les amis, que devrons-nous en penser? Il est très bizarre que la maîtresse, la compagne, la partenaire, quel que soit le nom qu'on lui donne, dise cela. Qu'est-il vraiment arrivé à André Louis, qui a été incinéré très rapidement, même si sa fille dit qu'il a été enterré? Elle a dit accidentellement qu'il était enterré. Il arrive qu'on mélange les deux. Qu'est-il réellement arrivé à André Louis? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir soudainement un reclus? Ne pas fréquenter ses anciens amis banquiers des années 70? Comment toutes ces photos de lui ont-elles été soudainement détruites? Il ne reste qu'une photo de lui. Il y a 2 photos. Me voici lors du mariage et me voici sur une plage en maillot de bain. Et ce sont les 2 seules photos disponibles de ma vie. Cela ne ressemble-t-il pas à une destruction systématique?
Je ne peux imaginer aucune circonstance où les photos disparaîtraient toutes et où vous conserveriez toutes les photos de vous et de votre enfant dans une seule maison. Est-il vraiment mort? S'est-il échappé avec l'aide de l'Élysée? Il a tenté de s'échapper, mais l'Élysée est intervenu. L'imagination peut vraiment s'emballer en ce moment, non? Nous ne pouvons évidemment rien confirmer. Ce que je peux vous dire, c'est que, bizarrement, une autre journaliste nommée Sophie Descartes a rapporté dans un numéro de Paris Match datant de 2022 que André Louis a fini ses jours dans une clinique psychiatrique avec un garde à sa porte, supervisé par Alexandre Benalla. C'est un personnage très controversé de l'Élysée, un chef d'état-major de sécurité notoire et controversé qui a fini par être impliqué dans un énorme scandale connu sous le nom de scandale Benalla. D'accord? Pourquoi cette journaliste dirait-elle cela? Je peux vous dire que cette information a été instantanément démentie le jour même sur Twitter par Tiffen. Mais malgré le fait que la famille soit extrêmement procédurière par nature, toujours en quête de diffamation, les Macron n'ont jamais poursuivi pour diffamation la journaliste qui a dit cela. En ce qui concerne les informations que je vous donne, elles seront toutes citées et sourcées dans le prochain livre de Xavier Poussard, que vous pourrez vous procurer, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. C'est une personne méthodique, c'est ce que je peux vous dire. Sa méthode est incroyable et il était obsédé par cette affaire. Il a consacré des années de sa vie et a sacrifié beaucoup de choses. Ce n'est pas un journaliste à la mode, mais un journaliste engagé dans la recherche de la vérité par tous les moyens nécessaires, et qui est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour y parvenir. Nous vivons donc une période très excitante. Et oui, je vais me pencher sur certaines de vos questions et j'espère que tout ce que je vous ai dit est clair. C'est la raison pour laquelle nous avons dû en faire une série, parce qu'on ne peut pas tout assimiler à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou. On se dit, oh, la mère est aussi impliquée dans les affaires de transgenres, et ci et ça. Pour moi, c'est de la manipulation de l'opinion publique. La façon dont ils nous manipulent et prétendent qu'il n'y a rien. Oh, il est juste au-dessus du lot. Emmanuel et Brigitte sont au-dessus du lot. Vous êtes fous. Êtes-vous fou? Quelle est l'entité médiatique qui vous oblige littéralement à haïr les gens qui essaient de faire la lumière et à adorer les gens qui couvrent notre monde d'une telle obscurité? Très bien les gars, nous nous verrons lundi.